salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Athlétique numéro 12, le podcast où on valorise la culture par le sport et pas l'inverse, sinon on serait en train d'écrire des essais sociologiques sur la muscu des statues grecques. Ce n'est pas le but. Quoique, après, pourquoi pas, Pourquoi pas, j'espère que vous avez passé un bon week-end en tout cas et que vous avez eu la chance de célébrer la fête des mères et que vous avez gâté vos mamans, voilà. Et j'espère que vous leur avez dit que vous les aimez aussi, c'est important. Voilà, moi c'est Rémi, et comme chaque semaine, votre guide dans cet univers qui donne des clés, à la fois pour s'améliorer autant physiquement que mentalement, que même parfois spirituellement. J'essaie aussi d'apporter ce truc-là. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que je propose du coaching à distance. Donc voilà, si vous avez besoin de reprendre une activité physique, et que vous savez pas par quel bout commencer, et bien vous venez me voir sur Insta, sur Facebook, sur TikTok aussi. J'ai une seule vidéo à mon actif. C'est dur aujourd'hui, ne pas hésiter à articuler. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Bon, voilà, j'ai pris ma douche froide comme tous les matins, et je suis en forme pour vous parler de plein de choses, parce que il y a plein de choses à dire. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de podcast, donc on va commencer, sans plus attendre, par Mission Impossible. Le dernier Mission Impossible que j'ai vu, donc au Kinépolis de l'Homme, pour ceux qui connaissent et qui sont natifs de la région Nord-Pas-de-Calais. Je pense que vous connaissez forcément ce gigantesque cinéma que j'ai vu en IMAX pour le coup. Première expérience en IMAX, incroyable aussi. Alors, totalement différent de la 4DX forcément, mais voilà, le gigantesque écran, le son, vraiment très bonne qualité, c'était vraiment chouette. Un film que j'ai vu avec David, donc de Directflix, qui devient une espèce de rendez-vous comme ça, je dirais mensuel. La dernière fois c'était Star Wars 3, et là on est allé voir donc le dernier Mission Impossible. Et je dois dire que c'est un film brillant, parce que Tom Cruise, encore une fois, est magistral. À 60 ans, avoir un corps comme ça, et surtout d'assurer toutes ces cascades lui-même, c'est toujours bluffant. Voilà, il y a quelques trucs dans le film, comme par exemple des scènes... Il y a 2 scènes vraiment marquantes dans le film que je détaillerai peut-être un petit peu après. Il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu perdu. Il y a quelques trucs dans le film, comme par exemple des surexplications scientifiques pour expliquer telle ou telle scène d'action, ou pour expliquer un dénouement dans le scénario, voilà, bon. Il n'y a pas besoin d'aller si loin dans les explications selon moi, mais il y a beaucoup de scènes qui sont iconiques, comme dans la plupart des Missions Impossibles, je trouve. Je comprends pas forcément les critiques négatives, parce qu'on en a pour son argent. Tom Cruise se fout pas de notre gueule, vraiment. Et d'ailleurs, donc c'est mon ami David qui me disait et me confirmait que toutes les cascades étaient réelles. En fait, c'est-à-dire que voilà, c'était filmé en décor naturel, etc. Et on peut se poser la question, parce que même moi, je me demandais s'il y avait certaines choses filmées en studio, par exemple, voilà, recoupées, qui recoupent les plans, machin. Parce que ça paraît juste impossible que ce soit filmé comme ça, tout en plan naturel, machin. Il y a une scène notamment dans 2 avions que je ne spoilerai pas, évidemment, pour ceux qui veulent aller le voir, mais tu te dis, c'est impossible. Si, c'est vraiment, c'est authentique. De A à Z, apparemment, il y a aussi un énorme moment sous la glace, en fait, à bord d'un sous-marin, avec une musique qui t'emporte, qui est incroyable. Et de ce que David me disait, en fait, c'est que ça a été tourné dans le plus grand espace aquatique du monde, apparemment, qui a été conçu pour le film. Vous imaginez le budget et le degré de passion pour bosser sur un film là où les Marvel sont remplis de fonds verts, d'incrustations dégueulasses. Mais ouais, Tom Cruise, le boss, le GOAT, démonstration de ouf. Et d'ailleurs, il y a même les assurances qui doivent être rassurées de savoir que c'était le dernier Mission Impossible, parce que s'il meurt, ça pareil, c'est un truc que je ne savais pas, mais s'il meurt en fait réellement, donc si Tom Cruise meurt pendant une cascade, le film avait un budget de 400 millions, et ben en fait les assurances doivent donc rembourser à la hauteur du budget l'accident mortel de Tom Cruise, plus une compensation évidemment pour les dommages que ça a créé. Bon, heureusement rien n'est arrivé de tout ça,
Mais quand même, c'est vrai que les assurances doivent être un petit peu en sueur quand quand il y a un Mission Impossible et tout. Enfin voilà. Je vais pas rentrer dans les détails du film parce que je suis pas un critique ciné, mais voilà. Bref, allez le voir et vous verrez du grand cinéma. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment bluffant. Ensuite, je reviens sur l'Eurovision, qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, je sais, l'Eurovision, on aime ou on déteste, en fait, c'est kitsch, c'est parfois décalé, et même incompréhensible. On l'a encore vu cette année. Il n'y a rien qui réellement est sorti du lot, en fait, que ce soit en termes de proposition artistique ou de performance, je trouve. Bon, sauf celui qui a gagné, effectivement, bon voilà, on peut saluer la performance. Mais voilà, il n'y a pas eu vraiment de démonstration de puissance dans la voix, etc. Je trouve que euh, c'est aussi le lieu pour ça, hein, l'Eurovision. Mais j'ai eu une vraie surprise, de plus en plus de pays en fait chantent à nouveau dans leur langue d'origine. Et ça, vraiment, je voulais le saluer parce que je trouvais ça très rafraîchissant. On avait un peu perdu ça dans l'espèce de raz-de-marée de pop anglophone, voilà, qui n'a pas forcément d'âme, je trouve, et qui n'a pas forcément sa place dans un concours comme l'Eurovision. Et là, entendre du finlandais, de l'espagnol un peu romantique, enfin romantique j'entends, entre gros guillemets, mais voilà, il y avait du slovène un peu bizarre, enfin voilà, ça ramène de l'identité, je trouve, ça ramène de la texture, ça ramène du vrai, et l'Europe est extrêmement riche culturellement d'un pays à l'autre, et je voulais saluer ça. Voilà. Bon, nous, malheureusement, on a fini 7ème. J'espérais plus, je vous l'avoue, j'espérais plus, parce que... euh, après, il manquait quand même quelque chose, je trouve, à Louane pour aller taper dans le cœur des gens, donc hors de notre pays, hein, je pense, parce que... euh, comme vous devez sans doute le savoir, mais la France ne peut pas voter pour son propre pays. Aucun pays ne peut voter pour son artiste, en gros, voilà, et ce qui est tout à fait normal dans un concours comme celui-ci. Mais je dois vous avouer que j'adore Louane par sa personnalité, son parcours de vie, ses textes qui ont réellement du sens et qui apportent vraiment quelque chose, je trouve, à la chanson française. Là où on retrouve une certaine pauvreté dans l'écriture des textes, hein, notamment une artiste qui est française qui est passée aux Jeux Olympiques, hein, je ne la citerai pas, vous saurez tout de suite de qui je parle. Bon bref, voilà. Juste pour revenir aussi sur les langues étrangères, faut être aussi honnête, quand on entend une langue qu'on comprend pas, je trouve qu'on est obligé de ressentir les choses autrement. C'est un peu comme découvrir un sport en fait, si on devait faire le parallèle. C'est un peu comme découvrir un sport qu'on connaît pas. Par exemple le rugby, par exemple, enfin voilà, j'ai assisté à voilà, j'ai emmené des personnes dans un contexte, un sport qu'elles connaissaient pas, et c'est vrai qu'on a tendance plutôt à se concentrer sur les gestes, sur l'ambiance, pas forcément sur les règles, parce que c'est vrai que quand on connaît pas les règles d'un sport spécifique, on a tendance plutôt à se concentrer sur autre chose, ce qui est tout à fait normal, c'est humain. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand on écoute une langue qu'on connaît pas. Et voilà, bref, je vais pas aller plus loin, sinon le podcast va durer 500 ans. Mais voilà, félicitations aux artistes qui remettent leurs racines au centre de la scène, et j'ai trouvé ça fort appréciable. Ensuite, on va parler de Roland Garros. Et oui, Roland Garros qui a commencé hier, du coup. C'est un monument, c'est un autre monument européen qui s'est lancé donc ce dimanche. Euh, ouais, Roland Garros, il y a eu vraiment des moments épiques dans ce tournoi. Donc il y a eu les phases de qualification toute la semaine dernière. C'est un tournoi évidemment mythique, hein, la terre battue, enfin voilà, cette période de l'année aussi qui est chouette puisqu'on se rapproche de l'été. On se rapproche du soleil, on retrouve des températures un peu plus agréables. En tout cas, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment le tournoi de mon enfance, pour le coup. C'est un tournoi qui m'a donné envie de jouer et de pratiquer pendant de longues années, pour le coup. Et il y a eu un hommage magnifique à Rafael Nadal. Donc voilà, je voulais revenir dessus rapidement, puisque lui aussi, c'est un monument, hein, ce mec, vraiment, ça a été ma première aspiration dans le sport. Donc, c'est-à-dire qu'à 10 ans, j'avais des posters de lui partout dans ma chambre.
Euh, et ouais, c'est fou de se dire que aujourd'hui, j'allais dire il nous quitte, il n'est pas décédé, mais voilà, enfin c'est vrai que ça sera plus jamais pareil. Et d'ailleurs, on voyait un plan où on avait donc les quatre, le quatuor en gros de gros joueurs. Donc on avait Federer, Nadal, Djokovic et Andy Murray. Et c'est vrai que ces quatre-là nous ont fait rêver pendant des années. C'était vraiment un plaisir de les suivre. Mais c'est vrai, alors je vais vous dire un truc. Je ressens un truc bizarre en fait avec le tennis parce que justement depuis la fin de l'ère Federer, Nadal, Djokovic, je ressens un petit vide. Alors attention, je dis pas que les joueurs actuels sont mauvais, hein, pas du tout. Il y a du talent, il y a de la perf, il y a des nouvelles têtes qui montent, mais je sais pas, il manque une icône quoi, il manque un truc, une aura, un personnage qui iconise le tennis. Et c'est vrai qu'avant, alors je vais pas faire le vieux con en disant ah c'était mieux avant machin, mais c'est vrai qu'on avait quand même des Andy Murray, on avait Wawrinka, on avait Del Potro, cette espèce de géant de 2 mètres là qui avait son propre style en fait. Et même les Français, je crois, on avait Gaël Monfils, on avait, alors je sais même pas s'il joue encore Gaël Monfils. Ça fait un moment que je ne suis plus trop. Euh, mais voilà, on avait plutôt donc Gaël Monfils qui était athlétique, explosif. On avait Tsonga qui était plus puissant. Donc on avait forcément voilà Federer qui avait un jeu très épuré, très technique, très minimaliste. Je dirais même assez élégant. Quand on avait quand on le voyait jouer à Wimbledon par exemple sur le gazon, machin, enfin il y avait une classe en fait, il y avait un truc très iconique. Bref, enfin voilà, ils avaient tous un truc qui les caractérisait en fait, ils avaient tous un truc sans parler de Nadal forcément, voilà, qui avait euh, son coup droit très populaire, donc de la main gauche, enfin voilà. Ces gars-là, en fait, ils avaient ce qu'on appelle un storytelling, donc ils avaient une présence, ils avaient un charisme presque mythologique. Alors peut-être que moi je voyais ça de mes yeux d'enfant, hein, peut-être que du coup ça a évolué comme ça, et qu'aujourd'hui, ben, comme j'ai un autre regard, peut-être que ça me porte moins, mais aujourd'hui j'ai du mal à m'identifier au nouveau en fait. Et encore une fois, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être parce que j'ai vieilli, parce que voilà, peut-être que le tennis aussi est en train de se chercher. Euh, voilà, on le sait, hein, en tout cas en France, le tennis connaît une forte perte de vitesse en termes de licenciés. Euh, voilà, on a beaucoup le paddle en fait qui prend maintenant pas mal de place en termes d'intérêt, aussi parce qu'on n'a pas de. Enfin, pardon, je reviens sur le tennis, mais en termes d'intérêt, on n'a pas forcément euh, de Français qui réellement succèdent à Yannick Noah, hein. C'est un peu la, le- la phrase qui revient à chaque fois. Ah, quand est-ce qu'on aura un descendant? Quand est-ce que quelqu'un succédera à Yannick Noah? Je pense que ça viendra. Je pense que ça viendra, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore ce truc. On sent pas une espèce de ferveur autour d'un joueur particulier. On n'a pas une aura ouais, sur quelqu'un, quoi. Les derniers qu'on a eus sont quand même loin dans le classement. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Et les Français, en fait, il y a beaucoup de Français qui jouent au tennis, mais qui sont quand même. Qui ont une espèce d'inconstance, et c'est dommage. Mais je parierais quand même sur Arthur Fils. Arthur Fils qui fait une très bonne saison cette année. Et voilà, j'espère qu'il ira loin et qu'il ira embêter un peu les plus gros, dont par exemple Alcaraz, que je déteste. Vraiment, vraiment Alcaraz et Sinner, c'est vraiment deux mecs que même Zverev, etc., je trouve que c'est pas des mecs en fait qui incarnent quelque chose. Alors, encore une fois, tu vas me dire, ah, tu fais le rageux et tout, mais non, non, même pas. Je trouve que, et pour en avoir parlé à plusieurs personnes, en fait, on a un peu le même constat, c'est que c'est des mecs qui jouent au tennis, qui perfent, etc., qui gagnent des matchs, mais je trouve que c'est juste des mecs qui gagnent des matchs en fait. Il n'y a pas, il y a pas ce côté au-delà de ça. Alors oui, peut-être que les professionnels du tennis me diront, mais si, il a un jeu comme ci, il a un jeu comme ça, etc. Peut-être, mais ça me parle pas autant que l'époque de la grande époque, quoi. Voilà. Et même avant, quand je parle de avant, l'époque Federer-Nadal, etc., on avait des grosses figures aussi, et que nos parents ont connu, nos grands-parents ont connu. Et ils avaient tous leur jeu propre, ils avaient tous leur identité, etc. Donc, encore une fois, voilà, je veux pas faire le rageux, le mec qui dirait c'était mieux avant, etc. Mais quand même, je sais pas. Bon,
C'est un constat que je voulais partager avec vous, je sais pas si vous serez d'accord, mais voilà. C'est comme ça, j'ai envie de dire, les cycles changent, les légendes laissent place aux nouveaux joueurs. On verra bien qui prendra le relais, mais voilà. Déjà, on a un champion différent chaque année, en fait, à Roland-Garros, ça traduit quand même certaines choses, quoi. Voilà, là où Rafael Nadal, par exemple, a gagné quand même 14 titres. faut quand même pas oublier ça. Bref, passons au sujet du podcast, du coup. Alors, je regarde mes notes. Et je me suis noté 3 conseils sur les skinny fat, aka les corps de Twinuts. Je me suis vraiment noté ça. Hein. Les corps de Twinuts, bon. Là, je vais parler d'un fléau. C'est un truc un peu sournois, un peu discret, presque invisible en fait, quoique, mais qui concerne énormément de gens, dont moi. Vraiment dont moi, parce que je l'ai été très longtemps, donc skinny fat. Et c'est pour ça que je vais me permettre d'avoir des mots un peu durs. Voilà. La dernière fois, j'ai fait un podcast sur les geeks où on m'avait dit « Ah, t'es dur quand même sur les geeks et tout ». Alors déjà, je fais pas dans le conventionnel, hein, pour ceux qui aiment qu'on les brosse dans le sens du poil, etc. Je n'aime pas ça du tout. Et même moi, en fait, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ne sont pas dans le conventionnel, en fait, qui vont pas forcément aller dans mon sens ou forcément aller... Enfin, voilà, quelqu'un qui va... Un professeur ou quelqu'un qui va m'enseigner quelque chose, j'aime bien qui me bouscule un peu, qui bouscule un peu mes idéaux, qui bouscule un peu mes trucs. Donc j'essaie d'enseigner ça aussi, à mon niveau. Je suis personne actuellement dans ce milieu-là, mais j'ai quand même ma petite expérience, et forcément, voilà, le skinny fat. Alors pour ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'un skinny fat, en fait c'est le fameux corps où en fait t'es pas maigre, t'es pas musclé, t'es pas gros, t'es pas fit, t'as des bras un peu, enfin voilà, fins, t'as un ventre un peu mou, et des épaules qui n'ont pas reçu de compliments depuis 2014, voilà. C'est un peu le genre de truc que c'est un skinny fat, en gros. C'est, je crois, la pire génétique. Enfin, non, c'est pas la pire génétique, c'est la pire déviation de génétique. Parce que être skinny fat, ça s'improvise pas. C'est plusieurs années d'efforts pour démolir son corps. Voilà. Et là, tu te dis peut-être, oui, bon, bah ça va, c'est pas si grave. Mais moi, en fait, je pense que c'est le mal du siècle. Ce physique-là, ce type de physique-là, c'est le mal du siècle. Alors pourquoi ? Parce que dans notre société occidentale, on a vendu l'idée que si t'es pas obèse, t'es en bonne santé. Alors effectivement, l'obésité, c'est une maladie, hein, voilà, qui augmente d'ailleurs un peu partout. Mais c'est une erreur que de dire que voilà, si t'es pas obèse, bah, t'es en bonne santé. Parce que t'as plein de gens qui mangent peu ou pas forcément mal, mais qui ont simplement peu de muscles. Enfin, avant ça, même, il y a quand même des gens qui mangent très mal. Faut se le dire, je reviendrai dessus. Mais sans clasher, en fait, on sait aujourd'hui qu'avoir peu de muscles ou pas suffisamment, ça nique en fait le bon fonctionnement à la fois de tes hormones, ça nique même ton envie de passer à l'action, dans ta vie pro ou dans ta vie perso. En résumé, pour être vulgaire, et je me le permets parce qu'en fait, ce podcast aussi, c'est une critique envers moi-même, voilà. Et je pense que quand on est comme ça, on est une merde, lobotomisé, voilà. C'est des mots durs, mais je pense que voilà, on est une merde lobotomisée, je vais arriver à le dire. Mais en fait, c'est un corps idéal pour développer une addiction, en fait. Que ce soit, par exemple, pour certains, ça va être l'addiction au porno. Pour certains, ça va être un comportement plus féminin. Biochimiquement, en fait, donc être parfois un peu excessif dans tes comportements, très émotionnels, voire trop. Quand par exemple une meuf te calcule pas, quand tu vas par exemple débattre avec quelqu'un sur un sujet de société, et que tu vas réussir tu vas pas réussir à te contenir, tu vas mal parler, et tu parles en fait, mais tu n'agis pas. Voilà. Et moi je trouve que c'est un problème qu'on retrouve assez souvent chez les skinny fat, pour avoir parlé avec certains, pour avoir aussi moi-même une autocritique en fait sur quand je prends un peu de recul, et en fait je me dis putain, mais en 10 ans, mais j'ai fait tellement d'erreurs. Et je me suis comporté, mais tellement... alors pas comme la pire des merdes non plus, attention. Mais il y a plein de trucs que j'aurais pu modifier et qui auraient pu en fait me faire évoluer différemment. Mais ça, après, on l'apprend avec l'expérience.
Et pareil, au niveau de ta posture, t'as pas forcément une posture voilà, avec les épaules en avant, un métabolisme qui dort, machin, enfin. Et encore une fois, je parle en connaissance de cause parce que j'ai été comme ça, j'ai été skinny fat, j'ai été ce mec qui portait un t-shirt un peu oversize en espérant paraître fit, alors qu'en dessous c'était le néant musculaire en fait. Déjà qu'un oversize, tu sais, pour un t-shirt oversize pour paraître un peu musclé, c'est une galère. Tu ressembles plus à Dobby en fait avec du bide qu'à quelqu'un qui est solide, tu vois. Et durant toute ma vingtaine, alors que je faisais de la muscu, j'ai fait un nombre d'erreurs qui m'ont coûté sur mes objectifs, sur ma productivité, sur mes émotions. Je faisais un peu de muscu et pourtant, j'avais pas du tout l'air sportif, j'étais fatigué, je galérais à progresser et pire encore, je pensais que c'était normal. Et je me disais, bon, c'est comme ça, c'est ma génétique, j'ai pas de bol, j'ai pas tiré le bon numéro, c'est comme ça. Et le pire, c'est qu'on n'ose pas en parler. Parce qu'on est dans la norme, on pense que voilà, il faut pas se plaindre, mais au fond, ben on se sent quand même pas super bien dans son corps parce que on est trop gros, parce qu'on on pense qu'on est voilà, on est trop maigre, mais parce qu'on est en fait, en résumé, t'es invisible quoi, tu vois. En fait, t'es ni trop maigre, ni trop gros, ni machin, etc. Et tu te dis, le skinny fat, c'est l'invisibilité du fitness, c'est clairement. Le mec ou la meuf hein, aussi, parce que ça peut aussi arriver aux meufs évidemment. En fait, là, t'es quelqu'un qu'on remarque pas forcément. Mais tu te le dis, en fait, intérieurement, c'est pas quelqu'un... c'est pas les gens qui ont une vision comme ça, parce que forcément, quand t'es en salle, t'es en t-shirt, t'es en débardeur, etc. Et il y a personne qui voit ton, ton bide, en fait, malgré le fait que tu sois fin ou tu sois machin. Il y a personne qui va te dire, attends, mais tu fais de la salle, toi, tu fais de la muscu. En tout cas, dans une salle, quoi. Parce que si t'es dans une salle, c'est que tu pratiques, tu as envie de progresser. Donc voilà, alors, je vais raccourcir un petit peu, je vais passer aux choses plus concrètes. Comment est-ce qu'on sort de là? Et donc, j'aimerais apporter donc 3 astuces, 3 conseils qui seront assez généralistes pour le début parce que j'ai envie de commencer par la base et développer un petit peu les erreurs que j'ai pu faire aussi durant toute ma vingtaine et qui m'ont coûté en fait, qui m'ont fait perdre du temps. Et aujourd'hui, en fait, depuis seulement 2 ans, ça fait seulement 2 ans que je me sens bien dans mon corps. Psychologiquement, mais aussi physiquement, voilà, devant un miroir, etc. Et je me sens beaucoup mieux. Et ce seront des conseils assez globaux, hein, voilà, vous n'avez pas... de toute façon, pour démarrer quelque chose, démarrer une aventure là-dedans, il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle la base, voilà. Même si, voilà, les conseils que je donnerai là, il y a notamment une dernière partie qui est un peu plus psychologique, mais je pense que le skinny fat, en fait, il a un gros problème psychologique, non, mais je pense qu'il y a quand même une dimension psychologique qu'il faut prendre en compte, parce que on est dans une société aussi qui ne t'encourage pas à être meilleur psychologiquement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc astuce numéro 1, priorité à la muscu. Alors je sais qu'encore une fois c'est un conseil généraliste bateau, mais si aujourd'hui tu as ce corps et que tu aspires à être mieux, c'est obligatoire de pratiquer la musculation. Il n'y a pas besoin de devenir haltérophile, mais tu dois stimuler tes muscles, que ce soit le squat, les pompes, les tractions, les haltères si t'en as. Il faut du stress mécanique, sinon ton corps reste en mode économie d'énergie. Faire des mouvements polyarticulaires. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, un mouvement polyarticulaire, c'est quelque chose qui va recruter le plus de fibres musculaires possible, le plus de groupes musculaires possible. Donc, le développé couché, tu vas à la fois solliciter donc, les deltoïdes, les épaules, les muscles pectoraux, les triceps. Le squat, tu vas solliciter les fessiers, les adducteurs, les ischios, les quadriceps, voilà. Le soulevé de terre, les tractions, tout ça, ce sont des mouvements polyarticulaires. Si t'as pas forcément envie d'aller en salle, tu peux t'acheter du matos pour le poids du corps, ou tu vas dans un parcours de santé à l'extérieur, il y en a de très bons actuellement. Tu peux avoir accès à des barres de traction, des barres de dips. Tu commences avec des pompes contre un mur, puis au sol, puis les pieds surélevés, voilà. La progression, la consistance et la discipline, c'est super important, mais si t'es pas discipliné, si t'es pas régulier, tu resteras un skinny fat.
Parce que j'en connais des mecs qui commencent la salle en 2 mois, ils explosent, ils ont un super physique, etc. Nous, c'est la galère. Quand t'es skinny fat, c'est le début, c'est le point zéro. Comme je dis, c'est le point zéro. Et surtout, faut pas être pressé. Parce que le skinny fat, comme je disais, ça part pas en 3 semaines, mais même pas en 6 mois. Ça va te demander plusieurs années pour réparer les conneries que t'as fait quand t'étais jeune. Alors jeune, j'entends, j'ai 30 ans, hein, j'ai pas non plus 50 000 ans. Mais voilà. Mais voilà, t'as quand même l'expérience de la vingtaine. Et là, en fait, où j'aurais été plus... si je devais me parler, en fait, au mois il y a 10 ans, je lui dirais, en fait, il faut un programme simple, cohérent, que tu peux tenir dans le temps, en fait. L'adhérence, c'est super important. Même 3 séances de 45 minutes par semaine, ça peut tout changer. Et c'est la régularité qui te transforme, c'est pas l'intensité sporadique comme ça. En fait, c'est pas le fait d'être motivé 2 mois, et ensuite t'arrêtes, et ensuite tu reprends. C'est le problème de beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans. Parce que, voilà, on est dans une société aujourd'hui, voilà, il faut être beau pour l'été. Et puis voilà, il y a des cycles comme ça. En septembre, les gens se réinscrivent à la salle. 2 mois plus tard, tu les vois plus. C'est reparti pour janvier avec les bonnes résolutions. Et c'est reparti en mai avec le summer body, là. Avoir les abdos, l'objectif d'avoir les abdos pour la plage. Mais ça, c'est pas un mythe, ça continue, ça continue, ça continue. Et en fait, à un moment donné, il faut dire stop. Chaque année, tu vas te dire, alors du coup, bah allez, je reprends, bah allez, je reprends, bah allez, je reprends. Mais on va nulle part comme ça, en fait. Si vraiment t'écoutes ce podcast pour avoir des conseils, pour avoir des conseils pratiques, des conseils concrets, il faut à un moment donné arrêter ce cirque, en fait. Il faut arrêter ça, quoi. Et encore une fois, t'as pas besoin de t'entraîner 5 ou 6 fois par semaine. On a une vie, on a des choses à faire, on a des amis, on a de la famille, on a des projets à mener, en fait. On a des projets. Donc, sauf si tu es athlète, si tu es un athlète pardon, de haut niveau et que tu prépares des compétitions, voilà, mais en fait, tu serais même pas en train d'écouter ce podcast déjà. C'est pas, ça concerne pas forcément le haut niveau. Mais voilà, déjà essayer de tenir 3 séances par semaine, même si c'est court. Le long terme, vraiment être régulier. Priorité à la muscu et soit régulier, vraiment c'est le plus important. Et c'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me dise en fait il y a 10 ans. Vraiment. Être régulier, ça paye. Vraiment régulier. C'est le plus important. Voilà. Ensuite, manger malin et pas moins. Voilà. Faut être malin en fait dans sa diète. Quand on est skinny fat, on ne sait pas notamment par où commencer. Parce que voilà, est-ce que je dois perdre du poids, est-ce que je dois prendre du poids, est-ce que voilà. Rien de tout ça, il faut d'abord une recomposition corporelle. C'est-à-dire qu'il faut donc la base, hein, des protéines, des lipides, des glucides, mais dans des proportions intelligentes. Donc c'est pour ça, je te recommande aussi de faire appel à un coach, par exemple, ou quelqu'un, ou un nutritionniste. Mais attention, pas n'importe quel nutritionniste, hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, les nutritionnistes me font bien rire des fois, en disant qu'en fait, il faut manger comme tout le monde, hein, il faut manger des céréales et une tartine avec de la confiture au petit déjeuner. Ça peut être très bien, ça peut faire partie d'une diète, etc. Ça peut faire partie d'un mode de vie. Mais voilà, renseignez-vous un minimum sur qui vous contactez. Et voilà. Mais ce que je voulais dire du coup par là, c'est qu'il faut arrêter de manger sur le pouce ou un peu au hasard. En te disant ouais que ça va passer. Et pareil pour ceux qui mangent rien. Si tu bouffes 1200 calories par jour, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, ton corps va paniquer, il va pas évoluer, et surtout ton énergie va chuter. Je reviendrai sur l'énergie plus tard. Mais manger simple. Manger des œufs, du riz, des légumes, du poulet, huile d'olive, fromage. Voilà, des aliments que tu aimes. Et il y a plein d'aliments qu'on aime qui sont pas transformés. Et ça, j'insiste dessus. Il n'y a pas besoin d'être un chef étoilé. En fait, il faut juste être cohérent. Et surtout, éviter les produits ultra transformés. Encore une fois, c'est un conseil basique, mais putain, faites-le. Arrêtez de consommer des produits transformés. Arrêtez là sur vos courses, là. Non mais... Bref, j'hallucine, mais c'est un truc de ouf. Il faut planifier ses repas à l'avance, si c'est possible, pour éviter en fait les choix impulsifs. Quand t'es skinny fat, c'est ça. Hein. Et même quand tu as atteint d'obésité, j'imagine, en tout cas, moi je ne connais pas, mais il y a aussi des choix qui sont impulsifs.
Et faut que je te parle d'un piège, en fait, vicieux dans lequel je suis tombé. Les fameux Twinuts, là, tu sais, les petits biscuits apéro, là, en fait, c'est des espèces de boules fourrées, en fait, au goût de cacahuètes croustillantes. Et j'adorais ça. J'étais un putain de golem, j'adorais ça. J'en mangeais devant les séries, en bossant, même après le sport, parfois. Tu sais, la phase, en fait, où tu rentres du sport, t'as faim, et en fait, tu chopes le premier truc qui te vient, et ça tombait souvent sur les Twinuts, pour ma part. Donc voilà, en fait le résultat en bouffant ce genre de merde, c'est que c'est un espèce de cocktail de glucides ultra transformé, de graisses saturées, de sel. Donc voilà, en fait ça pourrit littéralement ton corps. Et en fait ça paraît anodin, mais quand tu manges ce genre de merde de façon régulière, ton corps en fait il se rebelle un peu, tu vois, il gonfle, il s'épuise, et en fait tu sais plus quoi faire avec ce surplus, et tu sais plus... tu sais plus, parce qu'en fait, ce genre de produit, ça te lobotomise le cerveau, en fait, en plus de ça, tu vois. Et en fait, ce qui me faisait le plus de mal, c'était pas forcément le chiffre sur la balance, parce que je me disais, putain, mais je suis super léger, je suis super mince, etc. Mais en fait, c'était de me regarder dans la glace et de me dire, mais attends, mais comment ça se fait que sur la balance, tu pèses tant de poids? À l'époque, je pesais par exemple 70 kilos pour 1m85, donc tu te dis, factuellement, ce mec, il est fin. Mais en fait, tu te regardes dans la glace et tu dis putain, mais pourquoi j'ai un bide là? Pourquoi j'ai un putain de bide? Et c'est là que j'ai compris en fait aussi que la junk food, donc les fast food, machin, etc., même par petites doses réconfortantes, ça peut avoir un impact dévastateur de ouf. Et les Twinuts, c'était les Twinuts, c'était vraiment ce qu'on appelle mon talon d'Achille, quoi. Alors toi, peut-être que c'est les bonbons, peut-être que toi, ce sera les viennoiseries, les sodas, enfin peu importe. Mais l'idée, en fait, c'est pas d'être parfait aussi, c'est d'être conscient. C'est juste, voilà, éveiller son esprit et se dire, ok, peut-être que je fais un peu de la merde, mais bon. Et surtout, en fait, pour éviter tout ça, c'est d'avoir un plan qui soit facile, pour éviter ou au moins limiter la casse. Comment dire, le plan, c'est qu'il faut que ce soit facile. Vraiment, il faut que ce soit facile, et il faut que ce soit tenable dans le temps. Et ça, je l'ai compris avec le temps, parce que je me suis renseigné sur énormément de choses, des trucs suroptimisés, genre des vidéos YouTube ou de coach, machin, qui abordent une question, qui peuvent être pertinentes pour eux, parce qu'ils ont un très bon physique, parce que machin, mais la plupart des gens, ils s'en foutent de placer... je sais pas quoi, de suroptimiser les glucides autour de l'entraînement, machin, etc. Déjà, si la plupart des gens allaient s'entraîner 3 fois par semaine, qui mangeaient sainement, à peu près, et qu'ils arrivaient à bien dormir, mais on serait déjà... Enfin, voilà. On serait déjà bien. C'est pas le cas de la plupart des gens. Alors arrêtez de suroptimiser vos trucs, d'essayer de chercher le moindre complément alimentaire qui va vous aider pour un tout petit micronutriment, un truc comme ça, mais non. Déjà, focussez-vous sur la base, et c'est le plus important. Donc oui, manger malin, c'est aussi préparer donc tes snacks. Par exemple, garder des noix, des fruits frais, un shaker de protéines, par exemple, à portée de main, qui va remplacer la tentation par la préparation. Et si tu craques, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, c'est ok. Ça fait partie du parcours, en fait, ça fait partie du truc. Essaie de ne pas être seul aussi. Essaie de pas être seul quand tu craques, entre guillemets, ou quand tu te fais plaisir. Partage un moment convivial avec ta famille, tes proches. Par exemple, là, on a eu la fête des mères. J'espère que voilà, tu as pu profiter d'un bon repas. Éviter de calculer son repas aussi. Enfin voilà, quand tu es avec des proches, des amis et tout, sans se péter le bide, hein, mais tu peux te faire plaisir. C'est ok. Mais le pire, c'est de se faire plaisir seul. Parce que c'est le seul moyen, en fait, c'est le meilleur moyen pour se sentir comme la pire des merdes. Et c'est ce que j'ai vécu. Et en fait, ce qui compte, c'est pas craquer tous les jours, mais tu te dis, vas-y, ok, je me mets en mode machine, je me ferai plaisir avec mes potes ce week-end, par exemple. Mais encore une fois, sans se faire... je te dis pas d'aller au kebab du coin, là, et de te prendre un giga tacos, mais c'est ce que j'ai fait. C'est les erreurs que j'ai fait.
plutôt que de prendre un tacos taille S ou M, eh ben je prenais un XL. Je prenais les putains de tacos 3 viandes, là. Je prenais des marches d'escalier, en fait, comme dirait mon pote Thomas. Le truc, t'arrives, en fait, t'es livré, c'est une marche d'escalier, le truc, c'est plus un tacos, quoi. Tu vois, c'est vraiment... c'est l'enfer. Voilà, c'est l'enfer. Et là, ton corps, tu reçois ça, en fait, tu reçois une espèce de bombe calorique dans ton corps. Et là, tu te dis, ah, mais c'est bizarre, pourquoi je suis maigre, mais putain, j'ai toujours un petit peu de bide. Mais... Ah, voilà. On n'est pas des S-A-L-O-P-E, hein. Voilà, pour être vulgaire, mais c'est ça, en fait. Et tu te sens comme la pire des merdes. Faut arrêter de se mentir là-dessus. Donc là, j'aborde la dernière partie, donc sur arrêter de se mentir et agir. Voilà, c'est plus la partie psychologique. Bon, voilà, tu dis, t'es skinny fat, ok, faut se l'accepter, mais faut agir, voilà, faut se prendre en main, il faut se fixer des objectifs. Encore une fois, 3 séances par semaine, ça suffit. Même 2 séances que tu vas tenir, 2 séances, c'est peut-être pas forcément l'optimal pour progresser, mais 3 séances, ça peut vraiment être super. Des objectifs qui sont faciles à tenir, en fait. 2 repas à maison par jour, par exemple. Et il faut tenir tes objectifs. Trouve-toi quelqu'un pour aller à la salle, si tu en as besoin. Crée-toi une habitude où tu prends du plaisir à y aller. Écouter une bonne musique, écouter un bon album, une bonne musique qui va te mettre dedans. Écouter quelque chose pendant ta séance qui te fait plaisir, et ben ça fait la diff. Faire des exercices que tu apprécies. Quelqu'un qui te pousse. Ou, par exemple, tu peux aussi écouter ce podcast-là en particulier en boucle si ça te motive. Mais il faut arrêter de croire que c'est ta génétique. Il faut pas être fataliste. Oui, t'as peut-être pas une morphologie super avantageuse, mais t'as aussi un mental. Et ce mental-là, tu peux le forger. Et c'est ça, à force de répétition, de garder des habitudes saines pour toi, de te développer personnellement, augmenter certes, je sais pas, ta culture G, être plus curieux sur des sujets qui t'intéressent. Mais il y a ça, mais il y a aussi être satisfait de toi, en fait, quand tu fais tes premières séances. Même si tu n'as pas les mêmes performances que tous les gars sur Insta, il faut être content de toi, en fait. Ne te compare que à toi. Le skinny fat, c'est pas une condamnation, c'est un point de départ. Comme je disais au début, c'est le point 0. Mais agir, c'est aussi maîtriser ses taux d'énergie. Ça, c'est super important. L'énergie, c'est le facteur le plus important pour ta productivité, pour ta capacité à prendre des décisions dans ta vie pro ou perso. Tous les jours, on a une jauge d'énergie qui peut varier selon plein de facteurs. J'entends par là d'éviter les pics d'insuline en mangeant des merdes en plein milieu de la journée. Parce que ça va te downgrade, ça va te niquer ton énergie. Cultive aussi un esprit de conquête. Plus c'est dur sur le moment, plus ça pique, plus tu t'éloignes du plaisir instantané. Ce qui fait écho donc à la dopamine, l'hormone du plaisir pour résumer grossièrement. Gérer ces niveaux de dopamine, c'est gérer aussi ses émotions. Être satisfait de soi dans des actions qui sont pas toujours forcément plaisantes au premier abord, mais une fois qu'elles sont faites, là tu vois par exemple j'ai pris ma douche froide, j'avais pas envie ce matin, putain j'avais pas envie, et pourtant mais les bienfaits que ça te donne, la différence de comment tu te sens après, c'est tellement plus satisfaisant que quand tu scrolles ou quand tu t'es tapé un paquet de Tweenuts, tu vois. Est-ce que tu te sens bien quand tu t'es tapé un paquet de Tweenuts après ? Non, ce serait me mentir. Mais comme je disais, c'est pas une fatalité. Il y aura plein d'échecs dans la quête d'un meilleur potentiel. Il faut en être conscient, mais il faut être faut être honnête aussi. La société, dans la société actuelle, on n'est pas non plus poussé à agir comme ça. La plupart des gens n'ont aucune conscience de tout ça. Ça paraît fou, mais c'est réel. Donc les échecs, il y en aura. Ce sont que des étapes supplémentaires pour trouver plus de satisfaction plus tard. Comme dirait, donc, pour reprendre Ismail, donc le Raptor, dans ses podcasts, c'est s'éloigner du plaisir instantané, mais c'est s'éloigner de la peine. Est-ce que tu te sens fier de toi quand t'as perdu 1 heure à scroller sur TikTok ? Ah si oui, je t'invite à quitter ce podcast, hein, vraiment, parce que là, est-ce que tu te sens fier quand t'as bouffé un truc sucré ? Et encore une fois, c'est ok, ça fait partie du process, mais le truc, c'est déjà d'en avoir conscience. Je crois que la plupart des gens, en fait, sont dans le déni. Et c'est là où il faut pas se mettre en position de donneur de leçons, etc., évidemment, mais c'est très très important d'en avoir conscience.
Après, je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que je pense que tu es un minimum à l'écoute et que tu as même en fait d'entendre des choses qui vont te pousser à agir. Peut-être que là, sur le coup, tu vas te dire non, mais t'abuses, machin et tout. Si tu écoutes ça, je t'incite vraiment à agir. Si tu es dans cette dynamique, si tu es dans cette dynamique-là, il faut arrêter de penser comme tout le monde. De te dire en mode ouais, on n'a qu'une vie, je peux me faire des petits plaisirs. Mais frère, ton caddie, il est rempli de petits plaisirs. Des enfants de 8 ans, si on leur donnait un budget en fait pour faire leurs courses, ils achèteraient les mêmes choses que toi. La plupart des gens dans les supermarchés, alors que toi tu es censé être plus conscient, plus adulte, tu as le recul nécessaire pour te dire ok, c'est bon, j'ai capté, il faut que je fasse autrement. Alors je sais que tu vas me dire ah mais je sais tout ça, je sais. Alors, les gens qui me disent ouais, on n'a qu'une vie, oui, on verra dans... Ouais. Non mais on verra dans 10 ans. On verra dans 10 ans parce que tout... Enfin, je sais que tu vas me dire ouais, alors lui, il était super sain, il avait une super vie, etc. Il fumait pas, il buvait pas, machin, et pourtant il a fait une crise cardiaque. J'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus de ces gens qui me disent ça. C'est pas du tout une généralité. Va voir les hôpitaux. Hein, rends-toi dans les hôpitaux et dis-toi qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus malades à cause de la malbouffe, à cause du stress aussi. Le stress, le stress oxydatif, faut être conscient aussi que c'est un truc qui va te bouffer. Et c'est pas faire le rabat-joie que de dire ça. J'en viens. J'en viens aussi. Le skinny fat est un gars stressé, qui a des névroses, qui a peut-être des soucis psychologiques. Mais j'en viens. J'étais le mec le plus anxieux. J'étais le mec qui avait... qui justement, le stress oxydatif le bouffait. Mais pour tout ça, pour contrer tout ça, il y a plein de solutions à mettre en place. Et c'est des solutions, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas faire le rabat-joie en mode, il faut, si du coup, il faut juste manger sain, etc. J'ai pas envie parce que ce serait me priver. Mais t'as rien compris. Laisse-moi te dire une chose, tu n'as rien compris. Voilà. Après, il y a plein d'autres conseils, mais le podcast va durer 500 ans, sinon, je suis désolé de vous malmener comme ça. Mais, en fait, cette thématique, je la connais que trop bien, donc c'est pour ça que je vais développer à mort cette thématique-là sur les skinny fat, parce que je sais très bien ce qu'on a dans la tête et ce qu'on se dit, machin, etc. Et c'est aussi, malheureusement, les autres qui nous empêchent de progresser. Voilà, bon, 42 minutes, je suis désolé, je me suis un peu emporté, mais parce que, voilà, en fait, je me parle un peu aussi au mois d'il y a 10 ans, et pour éviter toutes ces erreurs, j'aurais pu... faire comme ci, comme ça, et en fait, j'ai pas envie que vous perdiez votre temps plus que ça, en fait. Si vous m'écoutez, et si vraiment vous avez envie de... si vous avez à cœur de changer, c'est vraiment en commençant par des conseils simples et basiques, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologique. Faut pas se leurrer, le mental est très très important. Aujourd'hui, on est... et je comprends, hein, c'est pas facile, vraiment, c'est pas évident. De se dire ouais mais j'ai pas la motive, j'aimerais avoir un meilleur physique et tout ça, mais j'ai pas la motivation. Mais c'est normal en fait, parce qu'on n'est pas poussé à agir dans ce sens. Et justement, il faut cultiver cet esprit de contradiction. C'est pas parce qu'on a une information dans la gueule, par exemple hein, un TikTok ou quoi que ce soit, qu'il faut tout de suite la gober par exemple. Il faut pas être ce mouton-là, il faut pas être dans la masse, il faut pas penser comme tout le monde. Il faut avoir sa propre pensée, il faut développer sa propre pensée. Et c'est super important. Et tout ça, en fait, va de pair avec avoir un meilleur physique, un meilleur potentiel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans le sport, par exemple, qui sont comme ça, qui n'ont pas peur de la contradiction, qui n'ont pas peur de suivre une discipline, certes, d'être parfois bêtes et disciplinés dans leur pratique, mais parce que tout ça, en fait, t'ouvre des portes pour avoir une meilleure condition psychique, une meilleure condition physique. Et voilà. Toutes ces astuces, il y a plein d'anecdotes que je pourrais vous partager avec tout ça, mais je reviendrai pas à pas sur tout ça, et je pense que ça sera vraiment mon cœur de cible, en fait, ce public-là, parce que c'est trop important. Vraiment, c'est trop important quand on a envie, justement, d'être un super humain, mais dans notre configuration à nous, quand on part de loin. Voilà. Et surtout, je pense que donc, si vous écoutez, c'est que vous êtes ouvert à entendre ces conseils, et il n'est jamais trop tard pour passer à l'action. Encore une fois, c'est des conseils peut-être que tu as entendu 500 fois, mais
tu verras que toutes ces astuces auront un effet non seulement physique, mais aussi énormément psychique. Sur ton moral, ta vision des choses, ton envie d'aller découvrir. Même comment tu parles aux meufs aussi, c'est super important ça. Mais, ou comment tu parles aux mecs, peu importe si tu es du sexe opposé ou voilà, mais sache juste que c'est pas une prise de tête tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient le fitness, qui voient le sport, etc. comme une prise de tête. Il faut que ce soit facile, il faut que ça fasse partie de ton quotidien, pardon. Certes, ça va pas être agréable, les premières séances, ça va pas être... Tu vas pas comprendre, en fait, la plupart des gens, ils se disent, putain, mais j'aime pas ça, machin et tout. Allez d'abord dans votre sens, faites des petites séances qui sont courtes, mais faites des choses qui vous font kiffer un peu au départ, mais il y aura des moments où vous vous direz, mais pourquoi je fais ça, ça sert à rien. Je vous jure que tout ça, ça paiera sur le long terme. Vraiment, c'est juste... c'est simple d'esprit peut-être de penser ça, mais vraiment, ça vous ouvrira des portes, mais vous imaginez pas à quel point vous serez vous serez mieux. Et si actuellement vous me dites ouais, mais ça m'empêche pas de mener tel et tel projet, même si j'ai un corps un peu moins bon, etc. Mais imagine si tu avais un meilleur rapport avec ton corps, un meilleur rapport avec l'alimentation, mais tu serais encore mieux, tu serais encore meilleur. Donc voilà. Les amis, je vous laisse là. Merci beaucoup d'avoir écouté si jamais vous êtes arrivé au bout, parce que là, je fais un podcast un peu plus long que d'habitude, mais parce que c'est une thématique qui me touche particulièrement. Il y a plein de choses à dire encore une fois. Je vais pas m'extrapoler encore une fois le sujet. On y reviendra. Sachez que je suis très content de parler de cette thématique et que, voilà, même si je suis un petit peu virulent dans mes paroles, peut-être, je pense que c'est nécessaire. Voilà. Je pense que c'est nécessaire et c'est comme ça aussi qu'on se fait un petit peu bousculer, un petit peu secouer de temps en temps. Même si je pense que je suis pas le pire. Clairement, je suis pas le pire. Mais voilà. Je pense que c'est que comme ça qu'on avance aussi à un moment donné. Il faut pas hésiter à se mettre voilà. Faut pas hésiter aussi à se faire bousculer de temps en temps. Pour avancer, voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Je vous kiffe. Voilà. C'était Rémi de Culture Athlétique. Je vous embrasse et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous.